Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et il n'y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire. C'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoché et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci de nous permettre de partager avec vous ce moment privilégié, cette soirée avec vous. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus dans une conférence, je me permets de vous présenter Nathalie, qui fait partie de l'équipe de ressources et actualisation, qui est là ce soir pour m'assister, parce que je ne peux pas voir pendant que je donne la conférence, je ne peux pas voir les questions, vos questions, donc j'ai besoin d'elle. Et je vais la laisser se présenter, parce qu'on a de temps en temps des personnes qui nous disent « Mais pourquoi est-ce que Nathalie n'intervient pas ?» Tout simplement parce que ce sont les conférences de Bruno. Quand c'est Nathalie qui intervient dans son activité, je n'interviens pas, je suis en retrait. Et donc voilà, tout simplement pour cette question. Alors Nathalie, elle est coach, elle fait pas mal de choses. Je vais la laisser vous présenter. Oui, bonjour, je suis enchantée d'être là avec vous et avec Bruno ce soir. Comme disait Bruno, comme le dit Bruno, je suis là pour l'assister, pour lui lire les questions que vous allez poser dans le chat au fur et à mesure de la conférence. Non, justement, pas pendant la conférence, après. Donc après, qui seront posées après la conférence. De toute façon, les réponses seront données après la conférence. Je fais partie... Donc je me présente, Nathalie Chimber, je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation avec Loïc et Fabienne. J'ai de mon côté mon activité effectivement d'accompagnement des femmes et de coaching hommes et femmes. Et je propose un programme tout à fait compatible avec la méthode de Bruno autour de la douceur. Voilà pour me présenter. Voilà. Et je suis donc super contente d'être là. Et si vous voulez voir toute l'équipe ensemble, voilà. Et donc là vous pouvez voir Loïc, et qui est plutôt derrière, qui est présent, mais qui est derrière la caméra et qui a la technique. Et Fabienne. Qui est la plus ancienne d'ailleurs, c'est elle qui quand vous téléphonez, voilà. Et qui s'occupe des commandes, qui répond parfois aux mails. Donc voilà. Bien, c'est une conférence sur l'importance de s'aimer. Alors, c'est... comment dire ?
on a tous, je pense qu'on parle tous beaucoup d'amour, de s'aimer. Alors, il faut faire la part des choses aussi, parce que c'est important. On est dans une culture où on a tendance à confondre l'affect et l'amour, qui est un amour plus, on va dire, plus inconditionnel. On voit à quel point c'est ce qui permet de construire une personne, de s'édifier, d'avancer. On verra à quel point le fait de s'aimer, dans le sens de s'aimer de manière inconditionnelle, avec du respect, avec de l'amour, on va voir que ça va permettre à la personne d'avoir davantage d'estime d'elle-même, davantage de confiance en soi. Le problème, c'est que nous sommes dans une culture qui est plutôt une culture du paraître. On veut donner une bonne image de soi-même, on attache beaucoup d'importance à notre apparence. Le problème, c'est que cette apparence, elle change, elle varie avec le temps. Et puis voir, surtout pour les plus anciens parmi vous, dont je fais partie maintenant, on peut voir que effectivement notre corps se transforme, se change. On peut s'attacher à une belle apparence, mais malheureusement, le temps fait que ça finit par flétrir un peu. Et puis avec tout ce qui est lié à l'âge, puisqu'on sait qu'à partir de 35 ans, ça commence à décliner. Et oui, les jeunes. Ça va vous arriver aussi. Donc c'est un fait. Et on donne beaucoup d'importance à notre apparence. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est pas seulement notre culture, c'est aussi parce que derrière, finalement, c'est lié à un besoin de plaire. Et pourquoi on a besoin de plaire ? On a besoin de plaire parce que, dans le fond, on a besoin d'être aimé. On a besoin qu'on nous aime, on a besoin qu'on nous apprécie. Le seul problème, c'est que ça a un inconvénient, c'est que ça nous rend extraordinairement manipulables. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a besoin de plaire, on va être prêt parfois à souffrir pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être reconnu. On peut voir, c'est le cas dans le travail, parce qu'on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être considéré, on a besoin qu'on nous apprécie nos qualités. Et si ça n'est pas reconnu à sa juste valeur, eh bien, on va en éprouver effectivement un certain inconfort, un certain ressentiment, et voire même des sentiments particulièrement négatifs, puisque certaines personnes, ça peut les plonger carrément dans la dépression. Dans les relations, c'est exactement pareil. Quand on est sous l'emprise de ce besoin absolument de plaire, on va voir à quel point l'autre, finalement, il peut faire un peu ce qu'il veut. Mais c'est pas qu'il le fait volontairement. C'est tout un jeu, finalement, où notre relation va être vécue, dans le fond, finalement, très en surface, parce qu'on est dans ce rapport où, finalement, on passe à côté de quelque chose. On passe à côté de quelque chose, et c'est là où on va voir le cœur. C'est très important, parce que souvent les gens me disent « Oui, mais c'est quoi s'aimer ? Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer ? C'est pas... est-ce qu'on doit justement... comment dire, souvent on confond s'occuper de soi, s'occuper sainement de soi, et se préoccuper de soi, c'est-à-dire de l'image qu'on va donner. J'ai eu la chance, tout au long de mon existence, de fréquenter de très nombreux sages, et vous savez, on en parle dans la bande-annonce, de passer du temps avec eux, et eux ne se préoccupent pas du tout de l'apparence. Et quand on est avec eux, quand on passe du temps avec eux, il y a quelque chose, je dirais presque magique, qui se passe avec eux. Parce que, comme ils ne nous regardent pas comme la plupart des gens, c'est-à-dire en surface, en regardant notre visage, notre allure, la tête qu'on peut avoir, etc., il y a un rapport qui est d'une toute autre qualité. Et j'ai parlé de Chimène Rinpoché, par exemple. Je crois que c'est, de toute mon existence, la personne avec qui je me suis senti le plus respecté. Il y avait un rapport vraiment de profond respect mutuel. J'ai découvert d'ailleurs avec lui ce qu'était le respect, parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où ça nous échappe un peu. Mais ce qui est fantastique, c'est que quand vous êtes avec des personnes comme ça,
qui ont reconnu leur vraie nature, qui ont éveillé leur vraie nature, en fait, d'être avec eux, ça nous oblige d'une certaine manière à être en contact davantage avec notre vraie nature. Et je vais vous en parler parce que c'est un point qui est quand même très très important. Et contrairement à toutes les démarches que j'avais pu faire avant, parce que j'ai une formation psy, donc j'ai fait beaucoup de psychothérapie, etc. Mais quand j'avançais dans la psychothérapie, plus j'avançais dans la psychothérapie, plus j'avais l'impression d'être mal foutu. Et c'est un peu, vous savez, c'est comme quand vous allez parfois chez certains médecins, vous n'avez pas grand-chose finalement, vous repartez, vous avez l'impression que vous êtes plein de maladies. Et finalement, c'est peut-être pas si grave que ça en prenant un peu de recul et de hauteur. Et je suis désolé s'il y a des psys, parce qu'ils vont pas beaucoup aimer ce que je vais leur dire, mais effectivement, j'avais l'impression que j'étais pas, que j'avais finalement peut-être beaucoup de problèmes. Mais quand j'ai rencontré Shimon Poche, il s'est passé quelque chose. Alors avant lui, j'ai rencontré Gérard Durus, qui était dans le même esprit, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que je me suis senti, non pas quelqu'un, mais je me suis senti exister. Je commence à... la présence de cet être, quand même extraordinaire, m'a permis, me mettait en phase avec ce que j'étais au plus profond de moi-même. Et comme il ne regardait pas l'apparence, comme il ne regardait pas la forme, c'est quelque chose dont il se fichait complètement, au bout d'un certain temps, on commence justement soi-même à oublier cette apparence. Et on arrête de vouloir plaire, parce que s'il y a une personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui ne cherchait pas du tout à plaire, c'était bien lui. Et je le sentais, il avait une telle assise, une telle tranquillité, il était baigné d'une telle paix, je me disais, lui, il a réalisé quelque chose à côté duquel on en a dû complètement passer. Et puis les années faisant, parce que j'ai fréquenté pendant près d'une quinzaine d'années, j'ai vu des changements absolument extraordinaires, non pas parce qu'il a fait quelque chose, non pas parce que... alors bien sûr, j'ai pratiqué, parce qu'il m'invitait beaucoup à pratiquer. Chaque fois que je venais avec des questions, il me disait pratique, 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 puis il insistait sur ce point. Et puis... tout paresseux que je pouvais être, on a tendance à remettre au lendemain, jusqu'au jour où on commence à s'y mettre et on se dit, en fait, il avait raison. Et il m'a permis, en fait, de découvrir davantage qui j'étais réellement. Non pas au niveau de la forme, non pas au niveau de l'apparence, non pas au niveau d'un personnage que je pouvais jouer, d'une forme que je pouvais donner, mais de ce que je pouvais être fondamentalement. Et si on regarde notre culture aujourd'hui, qui est une culture du paraître, et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour pouvoir paraître, on est obligé de se battre contre nous-mêmes. Parce qu'on veut donner une certaine image de nous, et on est obligé de se battre contre tout ce qui va s'opposer à cette image de nous-mêmes. Et si on éprouve des sentiments négatifs, par exemple, qui ne correspondent pas à l'idée qu'on veut donner de soi, parce que on veut paraître aussi bien dans le positif que dans le négatif, eh bien, il y a cette bagarre permanente. Et le problème, c'est que dans la bagarre, dans la lutte, il n'y a pas de paix. Et on ne peut pas être en paix. Et on ne peut pas, et en l'absence de paix, on ne peut pas connaître le bonheur, c'est impossible. Et c'est d'ailleurs un sage indien qui disait, toute la journée, vous vous efforcez d'être quelqu'un, d'être un bon patron, si tant est que vous vous préoccupez de vos employés. Mais je peux vous assurer, malgré, on dit beaucoup de choses sur les chefs d'entreprise, mais beaucoup sont des chefs d'entreprise très honnêtes, très corrects, qui sont soucieux de leurs employés. On essaie d'être un bon ouvrier, un bon employé, un employé modèle. On essaie d'être une épouse, un mari convenable, en tout cas qui plaise. Mais c'est extrêmement fatigant, parce que toute la journée, on doit se contraindre à essayer d'être quelqu'un. Et à la fin de la journée, on est vraiment épuisé, et puis les années passent, et on est de plus en plus fatigué,
Et à un moment, on en a un peu ras-le-bol, et puis on finit par faire un peu n'importe quoi dans nos relations. Et d'ailleurs, au début, vous pouvez voir, dans une relation, dans la période de lune de miel, vous savez, on fait toujours très attention, on s'apprête, on prend soin de soi, on essaie de donner une bonne apparence, on essaie d'être convenable, même dans ses attitudes, etc. Et puis, une fois qu'on est un petit peu habitué à l'autre, on commence à se relâcher, on fait plus trop d'efforts, on tombe carrément dans l'extrême inverse. Bon, ça, vous connaissez tous, je n'ai pas besoin de vous l'inventer, c'est un état de fait. Mais on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Et je dirais, pourquoi on a tellement de mal. Pour moi, ça a été un très grand apprentissage, le fait de fréquenter Schimen Rinpoché. Pourquoi c'est si difficile finalement de s'aimer tel que l'on est? Parce que justement, essayez d'imaginer une lampe. Vous savez, les vieilles lampes tempête, avec la flamme au milieu qu'on allume. Eh bien, imaginez, vous êtes comme une lampe. Mais vous regardez la forme de la lampe, et vous ne voyez pas la flamme. Vous êtes la flamme, mais vous ne voyez pas la flamme. Vous voyez juste la forme. Vous soignez la forme. Pour vous, c'est important. Il faut qu'il y ait une belle lampe, qu'elle soit jolie, attrayante, etc. Puis là, vous pensez que quelqu'un va s'intéresser à vous. Et vous ne voyez pas la flamme. Vous ne voyez pas qui vous êtes. Et dans les démarches méditatives, entre autres, et depuis des millénaires, et notamment dans le bouddhisme, on parle de la nature de l'esprit par opposition à l'esprit, c'est-à-dire au moi, au sens du moi, auquel on donne tellement d'importance, que Jung appelait la persona, c'est-à-dire tous ces personnages qu'on joue à longueur de journée. Et qui finalement, au fil du temps, commencent à s'effriter, on prend des coups, on voit que finalement, on a parfois le sentiment d'être trahi, que les gens se détournent, sont pas fidèles dans leurs relations, etc. Et on finit par être plein de blessures, parce qu'on reste encore attaché à l'apparence. Et pour nous, toute la difficulté, c'est de reconnaître notre véritable nature, autrement dit, reconnaître notre véritable valeur. Je pensais tout à l'heure aux riches, parce que j'ai quelques amis qui sont particulièrement fortunés, et je me rends compte à quel point ils ont eu besoin de ce statut, parce que même derrière le riche, parce qu'on est dans une culture, on a l'impression que les riches sont, en tout cas les riches se considèrent parfois comme plus importants, parce qu'ils ont un statut social plus élevé, parce qu'ils ont de l'argent, et on découvre, les études l'ont démontré, à quel point il y avait sans doute beaucoup moins de bonheur chez les riches qu'ailleurs, beaucoup plus de dépression, beaucoup plus d'anxiété, etc. Parce que là, c'est pareil, justement, plus on va attacher, plus on va aller vers l'apparence, plus on va attacher d'importance à l'apparence, plus ça va engendrer de souffrance. Mais finalement, derrière tout ça, et vous regardez derrière tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites finalement, pourquoi le riche veut devenir riche? Parce qu'il veut être reconnu. Et pourquoi on veut être reconnu? Parce qu'on veut avoir ce sentiment d'existence, parce qu'on veut se sentir aimé. On a l'impression que, si on devient quelqu'un d'important, on va être reconnu par les autres et on va être aimé, mais c'est un leurre, ça marche jamais. Et on pense qu'on va trouver la paix comme ça aussi. Et comme disait Dalai Lama, la paix, ça ne s'achète pas. Donc vous pouvez avoir tous les millions que vous voulez, si vous n'êtes toujours pas en paix, plus de millions n'apporteront pas plus de paix. Et il y a souvent cette anxiété, c'est que, voilà, puis après on vit avec la peur de perdre, etc. Donc c'est un véritable esclavage. Et en ce qui concerne évidemment l'image qu'on veut donner, et je vois, parce que depuis que je professe, ça fait 35 ans maintenant, à travers les stages, à travers les cours que je donne, combien cette souffrance est particulièrement dominante, parce que beaucoup de gens, justement, quand une personne, on voit à quel point les gens dépendent du regard des autres, de l'approbation ou de la désapprobation des autres, et on se sent rejeté, on ne se sent plus aimé. Si quelqu'un nous quitte, on a l'impression de ne plus valoir quoi que ce soit. Mais pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître sa véritable valeur. L'être autonome, c'est pas quelqu'un qui n'a pas besoin des autres, c'est quelqu'un qui reconnaît sa véritable valeur, ce qu'il est fondamentalement. Et qu'est-ce que ça veut donc dire s'aimer? C'est tout simplement aimer la vie que nous sommes, c'est aimer ce que nous incarnons. Le problème, c'est que, comme nous sommes très attachés à la forme, ça crée beaucoup de brouillard mental, ça crée beaucoup d'obscurcissement mental,
Et on prend ça pour notre vraie nature. En fait, c'est comme si on confondait les nuages et le bleu du ciel. On ne voit pas le bleu du ciel, on voit les nuages. Et on considère, par exemple, si vous éprouvez des sentiments négatifs, si vous êtes emporté dans des tendances destructrices, etc., eh bien vous allez considérer que vous êtes une mauvaise personne. Et donc le jugement va se coller là-dessus et va faire qu'on va avoir encore plus de mal à se reconnaître, parce que là on va se mésestimer, on va se détester, on va même parfois se haïr. D'ailleurs Dalai Lama une fois donné une conférence, et une personne posait la question sur la haine de soi. Et Dalai Lama, qui ne savait pas du tout ce que c'était, parce qu'il ne comprenait pas qu'on pouvait se haïr, et il a demandé au traducteur de répéter plusieurs fois, parce qu'il n'était pas sûr d'avoir compris, et il demandait, mais pourquoi se haïr? Il ne comprenait pas, pour lui c'était quelque chose de très étranger à leur culture, alors que chez nous, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, parce que je vois des gens qui, effectivement, se détestent, ont beaucoup de mal, justement, s'ils n'ont pas fait quelque chose qui est conforme aux attentes de l'autre, à leurs propres attentes, ou aux attentes que pourrait avoir la société, eh bien, effectivement, ils vont éprouver de la colère envers eux-mêmes, voire de la haine, et vont entrer dans un comportement autodestructeur parfois. Et tout le drame, ça vient de ça, c'est que nous avons grand-peine à reconnaître notre véritable valeur, notre véritable nature surtout. Nous avons de la peine à reconnaître que fondamentalement, nous sommes bons. Nous sommes par nature bienveillants. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Maintenant, on commence à avancer sur ces travaux et je trouve que c'est plutôt extraordinaire. Et par nature, notre nature, en fait, intrinsèquement, ce sont les qualités de notre nature qu'est l'amour, la compassion, la bonté, la sagesse. Mais c'est cette difficulté, justement, à le reconnaître. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas à devenir aimant, vous n'avez pas à devenir bon, vous n'avez pas à devenir compatissant, vous n'avez pas à devenir aimant, parce que c'est votre nature. Quand j'anime des méditations collectives, je dis toujours aux gens, mais si vous avez le sentiment d'avoir manqué d'amour, parce que vous avez le sentiment que vos parents ne vous ont pas aimé, rassurez-vous, de l'amour vous n'en manquez pas, vous en avez plein, parce que c'est votre nature. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de le développer, mais il convient en fait tout simplement de reconnaître ces qualités en vous. Et ça, c'est toute une démarche, on va en parler, c'est toute une démarche qui va nous aider justement à éveiller, à révéler, à voir en fait ces qualités qui sont finalement, qui sont vous, qui sont votre nature, par opposition à cette apparence, ces nombreux personnages qu'on joue et ces luttes qu'on mène constamment contre nous-mêmes. Et on peut arriver justement à stabiliser son esprit, arriver à apaiser ses obscurcissements mentaux, ses perturbations mentales, ses pensées négatives, pour arriver progressivement à lever le voile, justement, pensez encore une fois aux nuages qui vont se dissiper progressivement, et qui vont faire que on va pouvoir enfin voir sa vraie nature. Et c'est ça qu'on appelle finalement l'éveil, c'est d'éveiller notre vraie nature. De réaliser ce que nous sommes pleinement, jusqu'à ce qu'on soit parfaitement stable dans cette conscience de cette vraie nature. Quand par exemple les bouddhistes parlent de prendre refuge dans le Bouddha, c'est pas le Bouddha physique, c'est puisque le Bouddha ça veut dire l'éveiller. C'est en fait prendre refuge dans notre vraie nature et non pas dans les valeurs de l'ego qui sont tellement cultivées dans notre culture. Et qu'est-ce que tout ça va nous apporter ? La première chose, c'est le bonheur. Parce que plus vous allez voir, une fois que vous avez pris conscience de votre vraie nature, plus vous la reconnaissez, et plus vous cultivez ce qui convient de cultiver pour que ça puisse gagner en stabilité dans votre vie, eh bien vous n'aurez plus à vous battre pour être quelqu'un, vous n'aurez plus à lutter pour être quelqu'un, vous ne serez plus dépendant du regard des autres ou du bon vouloir des autres aussi. Une remarque désobligeante ne vous affectera plus, parce que dès lors que vous avez reconnu votre vraie valeur, les autres ne peuvent plus vous affecter de la même façon. C'est terminé. On parle beaucoup aujourd'hui de pervers narcissiques, de manipulateurs, etc. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de relation ?
eh bien on va voir que le manipulé, finalement, est quelqu'un qui a un cruel manque d'estime de lui-même. Et c'est quoi le manque d'estime de soi? Eh bien, c'est parce qu'on n'arrive pas à reconnaître sa vraie valeur et on pense qu'on ne mérite pas mieux que ce genre de relation. Et l'amour, justement, de soi va faire que vous n'accepterez plus ces mauvais traitements. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous pratiquez l'amour et la compassion, eh bien, commencez d'abord par vous. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter, et moins vous laisserez entrer ce genre de choses dans votre vie. Et vous n'accepterez plus ces mauvais traitements. Il ne sera plus question parce que vous trouverez ça finalement absurde. Et donc vous serez capable, et à ce moment-là, vous quitterez des relations toxiques ou des relations maltraitantes, et puis un boulot aussi dans lequel vous ne vous épanouissez pas, parce que plus vous allez reconnaître ce que vous êtes, bien vous allez commencer à vous faire des cadeaux. Vous allez commencer à attirer autre chose dans votre existence. Et c'est pour ça, alors je parle justement d'attirer autre chose, il y en a qui vont parler de la loi de l'attraction, mais vous n'avez pas besoin de ça, en fait. C'est que vous avez surtout besoin de vous aimer, et quand vous vous aimez, eh bien vous commencez justement à vous faire des cadeaux. Je me rappelle, je cite souvent cette phrase d'une amie psychologue qui disait « L'autre, c'est le cadeau que vous vous faites ». Donc, parfois, quand on regarde, on se dit « Bon sang, quel cadeau je me suis fait ». Mais c'est vrai pour le reste, c'est vrai pour votre travail, pour votre activité, je dirais. Moi, j'aime pas le mot travail. Pour votre activité, pour la vie que vous menez, demandez-vous quel est le cadeau que vous vous faites, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire. Vous savez, je trouve terriblement triste de voir toutes ces vies parfois gâchées. Je me dis qu'entre notre naissance et notre mort, nous avons un espace, il y a un espace, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va y mettre, finalement. Est-ce qu'on va passer toute sa vie à se la gâcher, justement, cette vie? Parce que justement, on manque d'estime de soi, on manque d'amour de soi, on n'arrive pas à se faire des cadeaux, et donc on va avoir des relations épouvantables, des relations toxiques, parce qu'on parle souvent des relations toxiques aujourd'hui, mais enfin, on va dire des relations un peu pourries, reconnaissons-le, un métier dans lequel on ne s'épanouit pas du tout, on le fait juste pour la survie. Est-ce que c'est ça le cadeau qu'on va se faire? Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a une chose qui est prévue, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est prévu depuis longtemps, vous allez mourir. C'est un fait. Il y a une phrase qui dit, non, c'est Dalai Lama qui disait toujours, si vous vous inquiétez pour votre mort, rassurez-vous, vous mourrez avec succès. Et la question, si je vous parle de ça, parce que je trouve que souvent les gens ont du mal de trier leurs priorités. Et je trouve que méditer sur le fait qu'un jour, sur la certitude qu'un jour on va mourir, et qu'on arrive complètement à l'accepter, eh bien je peux vous assurer une chose, c'est qu'on perd plus son temps, et on se perd plus dans des peccadilles, et on voit ce qui est essentiel dans notre existence, et on commence à être beaucoup plus constructif. On ne fait plus, comme disait un sage, des ni-ni, gna-gna dans son existence. On se dit, et chaque jour, on se pose la question, comment est-ce que j'amène plus de bonheur dans ma vie? Comment est-ce que je peux être davantage bénéfique à mon égard, à l'égard des autres? Parce qu'on va voir que finalement, la plus grande source de bonheur, c'est de partager justement, c'est de s'aimer, je parle d'amour inconditionnel, je ne parle pas d'amour possessif, c'est de cultiver la bienveillance, et on va voir à quel point c'est profitable finalement pour tout le monde. Parce que, comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et qui mieux qu'une personne aimante peut aimer les autres? C'est-à-dire, parce que finalement, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne vous accordez pas à vous-même. Alors il y a des gens qui me disent, ouais, moi j'aime les autres, je prends soin des autres, mais ils sont, à leur égard, ils ne se font pas de cadeaux, ils ont une vie épouvantable. Je dis, bah, attends, il y a un truc qui cloche. Parce que quelque part, dans votre attitude, vous n'arrivez pas à recevoir, donc vous ne concevez pas qu'on puisse recevoir du bonheur, qu'on puisse recevoir de l'amour, qu'on puisse recevoir de la tendresse, qu'on puisse être respecté, puisque vous-même vous ne respectez pas. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous aimez les autres et que vous les aidez. Il y a quelque chose de faux dans tout ça. Ça ne peut pas fonctionner, parce que c'est comme si vous leur transmettiez le message, écoutez, moi je vous donne des trucs, mais je considère qu'on ne peut pas recevoir, ça ne marche pas, parce que moi, de toute façon, j'y ai pas droit. Alors que quand vous reconnaissez que c'est tout à fait légitime de recevoir de l'amour, d'avoir une vie heureuse, etc., eh bien vous le reconnaissez aussi pour les autres. Et ça, c'est d'ailleurs l'antidote à la jalousie. Donc voilà. Alors,
tout ça, on peut... Comment est-ce qu'on fait concrètement maintenant pour atteindre ce genre de réalisation? Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà donné une conférence qui sortira d'ailleurs, qui va ressortir le 22 sur la méditation. La pratique de la méditation qui est très mal comprise encore aujourd'hui en Occident, malgré de très bons auteurs, et malheureusement à cause de nombreux auteurs qui ne savent vraiment pas du tout de quoi ils parlent, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. On entraîne son esprit, non pas à devenir, comme certains le disent, la meilleure version de soi-même, parce que ça veut dire qu'on est en lutte contre soi-même, on essaie de refouler la mauvaise version, et puis on essaie de créer une nouvelle version. Mais ça ne marche pas du tout, ça. Et quand je vous ai dit, par nature, vous êtes positif, vous êtes bon, vous êtes aimant, il s'agit simplement de le reconnaître. La question, c'est d'arriver à le stabiliser, parce que de temps en temps, vous avez des éclaircies, ça vous arrive, vous vous sentez bien, vous vous sentez enclin à vous tourner vers les autres, à les aimer, etc. Mais ça ne tient pas, parce que c'est vite recouvert, justement, par les nuages, par les obscurcissements mentaux, par toutes ces toxines mentales, comme les appellent les bouddhistes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement se libérer de ça? La première chose, c'est acquérir de la stabilité, acquérir la stabilité de la conscience. C'est ce que certains appellent la pleine conscience. Alors aujourd'hui, c'est devenu le mot vraiment à la mode, la pleine conscience, le MBSR. Les gens parlent de choses assez extraordinaires. Moi, je pratique le MBSR. Et finalement, ce n'est rien d'autre qu'entraîner une forme d'attention. On entraîne, parce que si vous regardez, votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées ou aux émotions qui leur sont liées, et aussitôt on part dedans. Si par exemple vous éprouvez de la colère, vous partez avec votre colère et puis vous êtes emporté dans la colère. Mais il y a une autre attitude qui est tout à fait possible, c'est que vous pouvez, bien sûr, vous allez continuer à ressentir des émotions, à ressentir tout ce que tout le monde ressent, mais à la différence près, c'est que vous ne vous laissez plus emporter. Et ça, c'est ce que va apporter l'entraînement, justement, de l'esprit, et notamment le développement de l'attention, qui vous permettre d'acquérir cette stabilité de la conscience. Nous, on fait ça à travers un cours, un cycle, qui s'étale sur 7 semaines de cours. On y va très progressivement, très graduellement. On utilise différents supports, le corps, le souffle, le mental lui-même. On fait quelques exercices mentaux. Il y a un exercice d'expansion du champ de conscience. Il y a pas mal de choses comme ça pour acquérir cette stabilité. Et ça, je dirais que c'est vraiment la base la plus importante. Ensuite, on va voir, parce que certains obscurcissements mentaux peuvent être particulièrement prenants, présents, eh bien on va utiliser un certain nombre d'antidotes. Et il y a un antidote dont on a absolument besoin dans une culture, c'est l'antidote à la culpabilité. Parce que notre culture est remplie de gens très coupables. On se sent toujours coupable pour tout, même si on le refoule, même si on fait semblant. Parce que, regardez, quand une personne commet une erreur, même si elle ne le reconnaît pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne se sent pas coupable, ça veut dire qu'il refoule sa culpabilité. Elle dit non, moi j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est de sa faute. Mais en fait, c'est de la culpabilité, parce que la culpabilité, elle naît du jugement de bien et de mal, t'as mal fait, etc. Et on se juge et on s'applique ses propres jugements. Ce qui crée des tourments sans fin, de l'angoisse, de l'anxiété, et parfois ça peut aller très loin, ça peut pousser au perfectionnisme, à des attitudes, à des comportements qui peuvent entraîner beaucoup de souffrance. Il y a le manque de confiance en soi aussi, et pour ça, ça c'est le deuxième cycle de la méthode, de la démarche, où on va voir tous ces antidotes, où on va voir comment on peut apprendre à accepter justement, à être à l'aise avec ces tendances négatives, comme on va apprendre à reconnaître ce qui est positif, ce qui mérite d'être reconnu et accueilli, et que ça puisse prendre de la place. Il y a un exercice qui est absolument magnifique, qu'on appelle l'équanimité des sentiments, qui est lui aussi en plus un puissant antidote contre la culpabilité. Vous avez des exercices pour renforcer la confiance en soi, parce que la confiance en soi est absolument indispensable dans la réussite d'une vie, parce que comment vous voulez entreprendre quoi que ce soit si vous doutez de la possibilité de le réaliser? Comment vous pouvez avoir des relations heureuses, épanouissantes, si vous doutez de vous, de votre capacité à partager justement du bonheur avec l'autre? Donc la confiance en soi est une clé indispensable dans la réussite d'une vie. Pareil pour l'estime de soi, puisqu'on vient largement d'en parler.
Et donc vous avez 12 comme ça, 12 antidotes, 12 pratiques extraordinaires qui vous permettent justement de vous libérer de ces tendances. Alors c'est un entraînement, quand je parle d'un entraînement de l'esprit, c'est que ça va vous donner un positionnement très différent, ce qui fait que lorsque vous serez aux prises, par exemple, avec de la négativité, vous n'aurez plus du tout la même attitude que vous aviez avant. C'est un peu comme quelqu'un qui sera entraîné aux arts martiaux, et quand il est face à un agresseur, avant, il aurait eu des gestes complètement désordonnés, il aurait fait n'importe quoi, peut-être d'ailleurs il serait peut-être même blessé lui-même, ou il aurait fait n'importe quoi, ou il aurait fui. Alors que si vous êtes entraîné, eh bien vous saurez, vous aurez l'attitude appropriée face à l'autre. Eh bien, quand vous êtes face à toutes ces tendances personnelles, eh bien vous saurez quelle attitude adopter. Vous verrez qu'il y a même un exercice qui vous montre toutes les manettes pour positionner votre esprit, pour favoriser la réalisation d'un objectif. Donc voilà. Et le troisième cycle, là, on va vraiment au cœur, puisqu'on aborde ça s'appelle l'être et la connaissance de sa véritable nature. Donc là, on apprend à reconnaître la vraie nature de tous les phénomènes, parce qu'on va voir que si on veut méditer, je vois beaucoup de gens qui pratiquent la méditation, mais qui se laissent manipuler par leurs propres pensées, parce qu'ils n'ont aucune conscience de la véritable nature de la pensée. Et tant qu'on n'a pas conscience de la nature de la pensée, eh bien, continuez à nous mener par le bout du nez. Vous pouvez rester assis sur un zafou toute la journée, mais si vous n'avez aucune connaissance, aucune conscience surtout de la nature de vos pensées, eh bien, elles continuent à vous trimballer, idem pour vos émotions, idem pour le reste. Et donc là, vous avez tout un ensemble de pratiques aussi, pour vous aider à révéler pleinement, à actualiser votre véritable nature. Voilà, alors on reparlera un petit peu avant la fin, je vais répondre d'abord aux questions. On va vous faire d'ailleurs un petit cadeau, j'espère que ça vous fera plaisir. Et on va reparler justement de la démarche, parce que c'est quelque chose de très important. Mais d'abord, je vais prendre vos questions, s'il y en a. Alors juste une petite remarque sur le chat, parce qu'il y a des personnes qui ont été étonnées que des messages soient supprimés. Nous supprimons les messages qui ne sont pas appropriés à la démarche de Bruno dans cette conférence qu'il vous offre, tout simplement. Donc, première question, Lambert. Je sens cette flamme au fond de moi, mais je n'arrive pas à y accéder complètement. Bon, c'est pas vraiment une question, oui. Mais c'est une... Mais ça, oui, le problème, c'est que c'est le cas de beaucoup de gens, de 98% des personnes, parce que on a cette intuition, et tout le monde l'a, mais tout le monde ne l'accepte pas forcément, mais on a cette intuition d'un être, de cette présence de cette vraie nature. Elle est là, elle vibre en nous. Alors après, on va partir, et c'est un peu le danger, dans toutes sortes d'interprétations, de philosophies, on voit des choses parfois abracadabrantes, parce qu'il y a beaucoup de fantaisie intellectuelle, il y a beaucoup de choses comme ça, où voilà, on commence à se mettre à croire à toutes sortes de choses, alors que je peux vous assurer une chose, et tous les sages que j'ai rencontrés, c'est des êtres extraordinairement concrets. Et ça vous amène à être davantage concret d'ailleurs. Mais vous êtes plus en accord avec vous-même, et surtout, je dirais que la caractéristique principale de cette réalisation, c'est vraiment la paix. Marie-Jo, et si on n'aime pas ce qu'on incarne dans cette vie? C'est parce que, alors, encore une fois, il faut bien faire la distinction entre la forme et le fond. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous avez fait de votre vie, ce que vous avez accompli, ce que vous êtes devenu dans la forme. Mais si vous commencez à entrouvrir cette petite fenêtre, si vous commencez à accepter de vous laisser toucher par votre vraie nature, vous n'y verrez que de la beauté finalement, parce qu'elle est intrinsèquement liée d'ailleurs à la nature. Je dis souvent aux gens, allez dans la nature. Tout le monde aime la nature. Pourquoi on aime la nature? Bon, sauf les gens qui sont très angoissés, surtout parfois les citadins qui vont dans la nature, ils sont pleins d'angoisse, parce que ça leur fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à entrer en communion avec la nature, et ils réalisent à quel point il y a un décalage énorme entre leur vraie nature, ce qu'ils sont, et comment ils vivent. Mais pourquoi on aime de manière générale, la plupart des gens, la majorité des gens aiment la nature? Parce que la nature fait résonner notre nature en nous-mêmes. On entre en phase avec notre nature. Alors, Graziella, bonjour, je ne sais pas m'aimer sans l'amour des autres, et notamment d'un homme.
Je me hais, plutôt depuis que je me suis faite démolir par mon ex. J'ai perdu ma faculté d'aimer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas perdue, je pense que là c'est pareil, elle est mal placée, elle n'est pas placée au bon endroit. C'est que derrière, vous avez essayé de plaire, vous avez essayé de vous conformer aux attentes de l'autre pour pouvoir exister, mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, elle est empreinte de respect, elle est empreinte d'amitié, elle est empreinte de tendresse, elle est empreinte, c'est ce qui vous permet de vous faire des cadeaux dans la vie. Et là, quelque part, vous ne vous êtes pas fait de cadeaux. Alors il est peut-être temps de renverser ça et de vous dire maintenant, j'ai envie de vous poser la question, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire maintenant? Cybertacha, comment s'aimer lorsqu'on sait que nos actions ne sont pas bénéfiques pour nous-mêmes? Il faut les arrêter. Si elles ne sont pas bénéfiques pour nous-mêmes, il faut les arrêter. Pourquoi continuer à se faire du tort, à se faire du mal? Ça n'a pas de sens. Et c'est là où c'est important, en ayant un peu plus conscience de sa vraie valeur, de se dire, mais quel bénéfice je vais retirer à me faire du mal? Moi-même, d'abord, je ne vais retirer aucun bénéfice, mais en plus, ça n'apporte aucun bonheur à personne. Donc, à un moment, la réflexion tombe, et on se dit, mais pourquoi continuer dans cette voie? Puisque finalement, ça pénalise tout le monde, ça ne rend personne heureux, et moi, ça ne me rend pas heureux. Donc, à un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires, de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux du bonheur? Brigitte, quand on est vide de tout et que plus rien nous importe, est-ce juste une phase de passage? Ça, c'est une dépression. Donc, effectivement, c'est bon de méditer sur l'impermanence, mais d'avoir conscience que ce que vous êtes, encore une fois, cette présence est toujours là, elle ne vous quitte jamais. Alors, pardon, j'essaie de sélectionner. Il y a beaucoup de questions, hein, on essaie de... Alors, Émilie, alors, oui, mais parfois c'est difficile de faire la différence entre ce qui est vraiment négatif ou si c'est notre perception qui l'est. Je pense que c'est en rapport avec... C'est un peu pareil, mais là c'est pareil, je répondrai ce que disait mon vieux maître, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment la pratique, vous savez. Je dirais, comme j'ai l'habitude de dire... aux personnes qui suivent mes cours, je leur dis, mais la réponse, elle est en vous. La pratique, elle est juste là pour vous aider à lever le voile et prendre conscience que tout ça, vous l'avez en vous. Votre bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Votre bonheur ne peut pas dépendre des circonstances extérieures. Et j'irais même beaucoup plus loin. Les circonstances extérieures, les autres que vous rencontrez, reflètent le rapport que vous avez avec vous-même. Si vous avez un mauvais rapport avec vous-même, parce que, comme je dis souvent, fondamentalement, il n'y a qu'une seule relation, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. J'ai d'ailleurs donné une conférence sur les relations. Regardez, examinez le rapport que vous avez en vous avec l'homme, ou avec la femme, dans les deux sens. Eh bien, quelque part, ce que vous vivez avec l'autre reflète le rapport que vous avez avec vous. Et donc c'est une information. Il ne faut pas considérer ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme une information. Voilà la vie que j'ai, voilà le rapport, parce que on va voir à quel point il y a... C'était Kimby qui disait d'ailleurs, votre vie finalement n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que vous avez peu conscience de vos pensées. Et c'est pour ça que la démarche, la première chose qu'elle va apporter, c'est d'amener de la conscience. Je parlais de la conscience, c'est important. Elle va amener de la conscience sur vous. Et vous allez prendre conscience des pensées qui vous habitent. Alors il y a un côté qui n'est pas toujours très agréable, c'est de reconnaître qu'effectivement nos pensées ne sont pas très heureuses. Mais ça vous permet de voir, c'est pas étonnant ce qui m'arrive avec cette façon de penser. Mais à partir de là, vous avez le choix de les suivre ou de ne pas les suivre. Ça, c'est votre liberté. Donc si vous voulez plus de bonheur, vous laissez passer, vous le quittez, vous abandonnez. C'est pour ça qu'on dit que la réalisation de soi, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience, mais c'est aussi un processus de renoncement. C'est-à-dire que vous renoncez à faire exister ces tendances négatives et vous tendez vers davantage quelque chose de beaucoup plus heureux et de beaucoup plus positif. Sébastien, Bruno, ce serait sympa que tu nous fasses une formation sur la méditation. Je suis preneur, merci. Ah mais il y en a une, je vous en ai parlé, elle existe, donc on va vous en reparler après.
si vous partez pas trop vite. Jocelyne, le plus difficile, est-ce d'accorder de l'affection à quelqu'un qui nous fait du mal? Non, c'est pas de l'ordre de l'affection. Il faut bien, encore une fois, de la même façon que vous... Il y a un phénomène de discernement qui va s'installer progressivement avec la pratique. Parce que ça va vous permettre de discerner justement cette personnalité apparente et ce que vous êtes fondamentalement. Et on va voir que l'amour, en fait, l'amour et la compassion, c'est pas accepter de subir tous les travers de l'autre. L'amour, c'est plutôt, par exemple, si on prend la compassion, c'est vraiment de souhaiter à l'autre de pouvoir se libérer de ces tendances négatives qui l'entraînent dans cette souffrance. Ça, c'est la compassion. Mais ça ne veut pas dire que je dois subir tous ces travers. L'amour, c'est pareil. Puisse cette personne trouver le bonheur, puisse-t-elle se réaliser, c'est-à-dire révéler ce qu'elle est vraiment. Parce que, en révélant ce qu'elle est, en réalisant, en actualisant sa vraie nature, ce qu'elle est, eh bien, elle ne peut plus faire de mal. Quelqu'un d'heureux ne peut pas faire de mal. Ça n'aurait aucun sens. Parce que ça irait à l'encontre de son propre bonheur. Donc si quelqu'un se conduit de façon destructrice, c'est parce qu'il est sous l'emprise de ces tendances destructrices, de ces obscurcissements mentaux, mais il n'a pas cette distance qui lui permettrait de voir ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, ça rappelle, vous savez, quand Christ était sur le croix, qu'est-ce qu'il a dit ? Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que parce qu'on est identifié. Regardez vous-même, quand vous avez été sous l'emprise de votre mental, sous l'emprise d'une colère, vous avez tout balancé dans la poire de l'autre, et à moins que vous vous en fichiez complètement, mais dans la majorité des cas, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais on s'est laissé emporter. Donc on a du regret, et c'est sain, et c'est sincère. Je parle bien du regret, je parle pas de la culpabilité. Hein. On a du regret parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Et on a été maladroit, on s'y est mal pris, et on va voir l'autre en lui disant, écoute, je suis vraiment désolé, je m'y suis très mal pris, et puis les choses peuvent éventuellement rentrer dans l'ordre. Donc ça veut pas, et ça c'est très important, aimer ne veut pas dire subir. Aimer ne veut pas dire accepter n'importe quoi, c'est même tout le contraire. Quand on souhaite du bonheur à l'autre, puisses-tu trouver le bonheur, puisses-tu te libérer de tes obscurcissements mentaux, mais par contre, si tu peux garder tes poubelles, moi ça m'arrange. C'est d'ailleurs Kersozon qui disait, il était parti en mer, puis quand il est revenu, il a dit, ça y est, j'ai compris ce que c'était que le respect. Mais ça n'autorise pas l'autre à m'emmerder plus de 10 minutes. Donc voilà, donc vous voyez un peu, c'est pas, on ne devient pas un agneau consentant qui continue à s'en prendre plein la poire parce qu'on doit aimer les autres. Plusieurs questions ont été posées, plusieurs personnes ont posé la question. Tu parles souvent de pratiquer. Ils te demandent, mais c'est quoi pratiquer ? C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la méditation, sauf si vous arrivez maintenant. C'est voilà. les cours dont on parle, c'est la pratique de l'attention, la pratique des antidotes, la pratique sur la véritable nature. On va revenir. D'ailleurs, j'invite Loïc, s'il est d'accord, de remettre la petite vidéo qui a été faite, notamment qui est sur Facebook, mais sur YouTube aussi d'ailleurs, où je parle des 3 ingrédients de la démarche. Et vous allez voir, justement, c'est complètement détaillé, complètement développé. Je vais revenir dessus. On va vous expliquer comment ça se passe. Donc Amélie, pourquoi j'attire constamment les relations toxiques alors que je ne cesse de m'élever spirituellement depuis près de 3 ans ? Il y a un truc qui n'est pas clair. D'abord, moi, cette notion de s'élever spirituellement, je suis très vigilant parce que on s'élève pas du tout. On réalise un peu plus ce que nous sommes. Et quelque part, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la vie, c'est qu'on ne peut pas tricher. Vous voyez, finalement, vous avez des relations toxiques. Pour moi, c'est une information qui est intéressante. Elle devrait l'être pour vous aussi. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Et finalement... dans ce que vous appelez votre élévation spirituelle, quelque part, ça montre que vous n'avez pas d'amour pour vous-même. Sinon, vous n'auriez pas ce genre de relation. Quelqu'un qui s'aime authentiquement, qui se respecte, qui s'aime, n'a pas ce genre de relation avec les autres. C'est des relations plutôt amicales, bienveillantes, parce qu'on entre de plus en plus en résonance avec des gens qui finalement ont un peu la même vibration, ont un peu la même inspiration, et ne se veulent mutuellement que du bien.
Alors, comment s'aimer si un ami qu'on apprécie, qui est loin, ne me parle plus, alors que j'aimerais partager plein de choses avec lui en lui montrant qui je suis, car j'ai conscience de ma nature et de mes valeurs que récemment. Ben oui, mais le problème, c'est que les amis, on les rencontre en fonction de ce que nous sommes dans l'instant. Et c'est d'ailleurs Marie-Madeleine Davy qui disait « les choses nous quittent ». C'est-à-dire que quand vous avancez, vous prenez davantage conscience, vous commencez à être davantage bienveillant à votre égard, que vous avez un peu plus de respect pour vous-même, etc. Eh bien, vous allez voir que vos relations à l'extérieur vont changer. Soit il y a des personnes qui vont trouver un grand intérêt à finalement s'aligner avec vous parce qu'ils vont se dire « attends, on a tous à y gagner ». À être respectueux les uns envers les autres, à être bienveillants, etc. Mais il y en a d'autres, ça les confronte, hein. Ça peut leur faire peur. Et donc, vous avez des amis comme ça, c'est d'ailleurs un proverbe chinois qui dit « si vous avez perdu un ami, rassurez-vous, c'en était pas un ». Donc ils s'éloignent parce que ils sont peut-être pas prêts non plus à transformer leur vie, à aller dans ce sens, et restent très attachés à leur persona. Donc, si vous aimez votre ami, souhaitez-lui tout le bonheur du monde, souhaitez-lui de s'accomplir, et peut-être qu'un jour, les circonstances feront que vous vous retrouvez à nouveau. Karine, comment s'aimer et ne pas culpabiliser lorsque nos erreurs parfois font du mal à ceux qu'on aime le plus? Mais vous savez, dans la notion de erreur, ça a la même racine que errance. Erreur et errance ont la même racine. Nous cherchons tous notre voie à tâtons, et donc inévitablement, nous commettons des erreurs. Nous blessons les autres, malgré nous, etc. Mais, je veux dire, on ne peut pas ne pas faire d'erreur, c'est impossible. D'ailleurs, rappelez-vous, je ne suis pas chrétien, mais Christ a quand même dit une chose extraordinaire, il avait dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Personne ne pouvait jeter de pierre, puisqu'on est tous de grands pécheurs. Pécheur, ça veut dire quoi, le péché? Ça veut dire rater la cible. Ça ne veut pas dire mal, ça veut dire rater la cible. On a été... Moi j'aime bien dans la notion, dans le bouddhisme, on parle d'être inapproprié. C'est beaucoup moins culpabilisant. On n'a pas été approprié à la situation. Et ça veut dire que toutes les situations nous donnent une chance, une occasion de nous enrichir, de nous parfaire, de nous améliorer et d'être plus appropriés à la situation. Et quand on commet des erreurs, il faut simplement être capable de les reconnaître, de regretter et de voir ce qui est possible de faire pour arranger les choses et que tout redevienne dans l'ordre. Et si c'est pas possible, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent parfois se servir d'un conflit pour essayer de vous culpabiliser ou qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut leur dire au revoir. Une question de NTLE, FNT, comment s'aimer et arrêter de se comparer aux autres? Ça, c'est plus un manque de confiance en soi quand on se compare. C'est justement, là aussi, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir sa vraie valeur, ce que nous sommes vraiment par nature. Et plus vous irez vers davantage de confiance en vous, moins vous aurez tendance à vous comparer, vous n'aurez pas besoin de vous comparer. Voilà une question qui rejoint, c'est Florence qui pose la question. J'ai conscience de la qualité de ma petite flamme, oui, mais je suis blessée par les jugements erronés à mon égard. Hypersensible peut-être, je suis pourtant très au clair avec mes qualités d'âme. Oui, mais ça veut dire qu'elles n'ont pas acquis la présence et la force qui vous permettrait de ne plus être blessé. Si vous êtes encore blessé, comme disait un sage, c'est que vous êtes encore blessable. C'est-à-dire que vous laissez encore atteindre, vous êtes encore attaché à donner une certaine image de l'autre et vous ne supportez pas qu'elle soit critiquée. Je vais revenir sur cette notion parce qu'elle est vraiment très importante. J'ai longtemps travaillé avec une amie psychologue, elle me disait, imagine, alors l'autre fois j'ai donné cet exemple, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais je vais quand même la reprendre parce que je trouve qu'elle est très significative. Mais imaginez que, et il y a certainement des personnes de couleur, oui d'ailleurs Nathalie... elle l'est, donc je peux parfaitement le dire sans être accusé de racisme, mais si quelqu'un vous traite de nègre et que vous êtes blanc, ça ne va pas vous affecter, vous allez lui dire il a un problème de vue, il faut qu'il change de lunettes, donc ça va pas vous affecter. Alors on va faire l'inverse. Donc imaginez que vous êtes black et que quelqu'un vous traite de blanc-bec.
Vous allez vous dire, il a un problème de vue, ce type. Donc, ça ne vous touche pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez conscience de qui vous êtes. Donc, ça ne peut pas vous affecter. Donc, si quelqu'un vous insulte ou essaie de vous blesser, mais que vous avez conscience de qui vous êtes, ça ne vous affecte pas. Ça vous fait rire. Vous dites, il est fatigué aujourd'hui, celui-là. Mais si ça vous blesse encore, ça veut dire que vous êtes encore attaché à vouloir donner une certaine image et que vous ne supportez pas qu'on critique cette image. Donc c'est comme ça qu'on est facilement blessé. Et c'est pas de l'hypersensibilité en réalité, hein. C'est simplement qu'on est encore vulnérable aux attaques extérieures parce que la conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas encore stable, n'est pas encore assez forte. Ça fait pas... Quand j'entends des gens me dire « mais moi j'ai conscience de mes qualités, mais finalement j'arrive à me laisser emmerder ». Je me dis, il y a quelque chose de pas tout à fait clair là-dedans. Jean-Pierre et Christine, que pensez-vous du sentiment de honte ? C'est lié à la culpabilité, c'est quelque chose dont il faut absolument se débarrasser. C'est là où il faut bien faire la distinction entre la culpabilité engendre la honte. Alors que le regret, c'est quelque chose de très sain. Par exemple, vous avez fait quelque chose qui n'était pas très heureux, qui n'était pas très approprié, et on en fait tous de belles. Et si vous vous jugez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être plein de honte. Vous allez avoir honte de vous. Et parfois, chez certaines personnes, ça peut aller loin, parce que la honte de soi peut faire qu'on va être vraiment dur avec soi-même, et on va entrer dans une forme presque d'auto-flagellation. Alors que si on reconnaît qu'on n'a pas eu un comportement très heureux, on va se dire, bon, et parfois on en fait des belles, mais on a conscience que se faire du mal à soi-même, ça ne va pas résoudre le problème, et surtout ça ne va pas enlever la souffrance qu'on a fait subir à l'autre. Donc c'est là où c'est très important, où il faut faire la part des choses, parce que la culpabilité n'est pas du tout constructive, elle est même erronée, c'est quelque chose dont il faut absolument se débarrasser. Combien de fois je dis à des personnes, mais est-ce que le fait de vous culpabiliser que d'autres personnes souffrent, ça leur apporte quelque chose de positif à eux? Non. En fait, c'est comme si vous entriez dans les sables mouvants avec eux et vous vous enfoncez tous les deux. Donc vous êtes deux à vous noyer dans les sables mouvants. Donc que vous ayez du regret, même à la limite que vous ayez de la peine parce que vous voyez des personnes qui souffrent, vous avez un sentiment en disant vous avez de la tristesse de voir enfin moi personnellement, que je vois toute cette souffrance humaine partout dans le monde, que ce soit la souffrance humaine, la souffrance animale, etc., ça me procure beaucoup de peine, je suis vraiment très triste. Mais le fait de m'enfoncer dans cette négativité ne sauvera personne et n'apportera aucun bénéfice à toutes ces personnes qui souffrent. Au contraire, c'est que si j'acquiers davantage une attitude plutôt positive, je vais faire des choses constructives. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé Planète Altruiste, qui est une association humanitaire qui œuvre pour aider justement. Donc là, on va aller vers quelque chose de constructif. L'apitoiement sur soi n'a jamais apporté quelque chose de positif. Donc vous voyez, ça vous amène, la prise de conscience vous amène petit à petit à abandonner des modes de fonctionnement, des comportements, des façons de percevoir, vous allez les abandonner parce qu'ils ne sont pas constructifs. Ils n'apportent rien de bénéfique. Au contraire, ils ne font que vous enfoncer, vous affaiblir, et ça vous empêche d'aller vers quelque chose de plus heureux et de plus constructif. Donc c'est comme ça qu'on arrive. Et c'est là où la pratique va être très utile, parce que la pratique va nous donner le recul et le discernement. Et maintenant, je vais parler de la pratique, sauf que c'est une question urgente. Non, il n'y a personne aux urgences. Une question comme ça, prise au hasard. Comment sortir de ce moule, que ce soit familial ou de l'entourage, pour être soi-même? La pratique. Car le risque de rejet, du coup, existe. La pratique, c'est ce qui va vous stabiliser. C'est ce qui va vous stabiliser dans cette conscience de votre vraie nature. Bon, il faut d'abord avoir conscience de sa vraie nature. Mais c'est la pratique. Donc, je vous ai parlé du premier cycle de la démarche. On va entraîner la conscience. Et qu'est-ce qui va se faire au fur et à mesure du temps, quand on va pratiquer, c'est que la conscience va de moins en moins s'identifier aux pensées. Vous allez être de plus en plus capable de voir vos pensées, mais sans forcément les suivre. Donc vous ne vous refoulez pas. Ce n'est pas un refoulement. Vous continuerez à ressentir des émotions, toutes sortes de choses, mais vous ne les accompagnez plus, vous ne les suivez plus. Et ça vous donne, et on le remarque parce que s'il y a des personnes qui sont présentes, qui suivent les cours, vous pouvez en témoigner, mais ça permet vraiment
d'avoir une bien meilleure gestion de ses émotions et de ne plus être justement le jeu de ses émotions. Alors au début, ça reste fragile, c'est normal, puisqu'on est un peu comme quelqu'un qui s'entraîne à un sport. Au début, c'est encore vacillant, mais avec le temps, avec les années surtout, on acquiert de plus en plus cette stabilité. Mais comme ces tendances, comme je le disais tout à l'heure, comme ces tendances peuvent être parfois très fortes, très puissantes, on aura besoin parfois d'appliquer des antidotes. Et c'est là où, notamment, le deuxième cycle, on va aller un peu plus loin, on va voir justement l'antidote à la culpabilité, à toutes les émotions négatives, à la jalousie, on va voir comment on peut cultiver la confiance en soi aussi, comment prendre davantage de hauteur. Il y a le premier exercice, moi je le trouve délicieux de ce cycle 2, on l'appelle le sourire intérieur, ça vous aide à avoir de la distance, cette saine distance par rapport à vos émotions, fussent-elles négatives, et d'avoir cette tendresse à votre propre égard. Ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, on vous apprend à regarder, justement, vos émotions négatives sous un angle totalement différent. Parce qu'on va voir, par exemple, si vous éprouvez de la colère, on sait très bien que la colère, c'est un masque, c'est un bouclier qu'on prend souvent pour se protéger de ce qu'on ressent, de la peur ou de la tristesse qu'on peut éprouver. Et donc, on va apprendre à accueillir, justement, ces tendances négatives et de ne plus les voir, justement, comme des tendances négatives, mais plutôt comme des souffrances qu'on va accueillir, qu'on va apprendre à accueillir, dont on va se libérer. Parce que tant qu'on se juge, on ne peut pas se défaire. Et d'ailleurs, il y a toute la démarche, quand je parlais de l'antidote à la culpabilité, c'est toute une démarche qui va vous aider à démonter progressivement tous ces jugements qui sont complètement faux, qui sont totalement invalidants. Donc voilà, vous avez 12 semaines comme ça d'entraînement. Donc voilà, et alors si ça vous intéresse, mais il n'y a pas d'obligation, ces cours sont à votre disposition, vous pouvez y recourir, moyennant paiement bien sûr, parce que nous on doit assurer le suivi, etc. Mais vous allez voir, c'est nous notre objectif, parce qu'on est aussi une association humanitaire, donc les cours que vous allez prendre vont servir aussi à soutenir cette association humanitaire. Et nous, on ne cherche pas du tout à faire du profit. Donc, si vous allez ailleurs, vous verrez un cycle de cette semaine, vous allez le payer dans les 400, 500, voire 600 euros, si ce n'est pas plus. Vous allez tomber sur les fesses quand on va vous dire les tarifs qu'on demande. Normalement, on demande 250 euros, mais il n'y a personne qui paye 250 euros le cycle. La plupart des gens l'achètent 97 euros. Donc, vous voyez, c'est tout simplement ridicule. Mais ce soir, on va vous faire un petit cadeau. Alors attendez que je ne sais plus où j'ai besoin de Loïc parce que moi je sais plus, je commence à plus savoir utiliser ce machin. Alors on va vous faire, ah si ça y est je l'ai trouvé. Voilà, on va vous faire un petit cadeau. Ce soir, voilà, on vous donne un code de réduction. Et si ça vous intéresse, mais ça on le fait. Vous savez, je fais pas souvent ces réductions parce que on essaie vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Donc, et grâce à ce code, vous allez avoir la méthode non plus à 97 euros, mais 79 euros. Donc vous voyez, c'est carrément ridicule, parce que c'est le prix d'un bon plein d'essence, mais sauf qu'un plein d'essence, vous êtes obligé de retourner à la pompe, alors que ça, vous payez ça à vie. 79 euros pour toute la vie. Pour un cycle, je parle, c'est quand même pas les 3 cycles. Si vous prenez les 3 cycles en plus, vous avez pas mal de cadeaux, vous verrez, vous allez sur la page d'ailleurs ressources actualisation, vous allez sur l'onglet cours, et là vous avez tout le développement, donc prenez le temps de regarder tout ça dans le détail. Si ça vous parle, eh bien faites-le, parce que franchement pour 79 euros, je suis sûr que vous avez dépensé de l'argent dans des tas de trucs qui vous ont servi à rien, alors que ça va vous servir toute votre vie, vous allez être équipé, et en plus, pour ce prix, vous êtes accompagné, on vous aide, on vous accompagne, c'est-à-dire que vous avez tout un suivi par mail, éventuellement par téléphone, on ne vous demande pas de trop abuser parce que ça commence à faire du monde, mais surtout, vous allez faire partie d'un groupe de soutien. Et là, c'est extraordinaire parce que sur ce groupe de soutien, les gens, justement, les anciens soutiennent les nouveaux, l'équipe intervient, moi y compris, et je fais des interventions régulières en visioconférence pour vous aider justement dans votre démarche. Donc vous voyez, franchement, là c'est juste donné. Et en plus, vous avez une application sur laquelle vous pouvez retrouver tous vos cours. Sur le smartphone. Sur leur smartphone. Ou la tablette. Voilà. Et alors, juste une chose, ce code de réduction, on ne va pas le laisser trop longtemps, parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde.
parce que nous, il faut qu'on assure le suivi, on a quand même envie d'être là pour vous aider, pour vous accompagner, mais vous allez être accompagné pas à pas, semaine après semaine. Alors comment ça se passe? Souvent les gens me demandent, mais comment ça se passe le cours? Mais en fait c'est assez simple, vous recevez une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, vous pratiquez l'exercice qui vous a été donné. Et le but c'est de vous amener à l'autonomie. Et je peux vous assurer, on a souvent des réflexions, des gens qui ont fait plein de démarches ailleurs, même de la méditation et tout ça, ils nous ont dit mais c'est extraordinairement pédagogique, parce que c'est très structuré, c'est très structurant, on fait un pas après l'autre, et ça donne une intégration assez étonnante. Et donc vous intégrez la démarche au fur et à mesure, et surtout ce qui est très important, ça ne doit surtout pas être scolaire, ça ne doit pas être un truc que vous devez faire, ça doit être du plaisir. Vous allez pratiquer ce qu'on appelle un effort joyeux. Tous les jours, vous allez vous faire du bien, vous allez vous faire plaisir. Et plus vous allez vous faire plaisir, et plus ça va vous faire du bien, et plus vous aurez envie de le faire. Moi, je crois plus à la pédagogie active, positive, parce que c'est les gens, en fait, quand ils ont du plaisir, ben, ils ont envie d'y retourner. Alors, il y a des gens très coupables qui ont du mal de se faire plaisir. Et après, dans le cycle 2, vous allez approfondir, etc., si vous prenez les 3 cycles, et on vous accompagne. Et surtout, une fois que vous avez fini la méthode, si dans 2-3 ans, vous avez envie de vous y remettre, de la refaire, bon l'idée c'est de ne pas arrêter, hein, mais si dans 2-3 ans, on a régulièrement des personnes qui nous disent ouais j'ai vu une conférence, ça m'a donné envie de la refaire, mais moi je l'ai acheté il y a 3 ans, et bien vous la refaites, vous ne repayez pas. Allez chez un professionnel, vous lui dites je voudrais refaire ce que j'ai fait avec vous, vous allez repayer, pas avec nous. Donc vous voyez, franchement c'est cadeau. Donc voilà. Donc pour un prix complètement dérisoire, mais une méthode extraordinairement complète, parce que il faut savoir, c'est que cette méthode, elle a été enseignée pendant 20 ans en cabinet. C'est pas un gadget que vous allez trouver, c'est une vraie formation suivie, complète, étape par étape. Donc là, vous allez être, je peux vous assurer que vous allez avoir de la matière, vous allez être parfaitement accompagné. Et à côté de ça, si vous en avez envie, il y a les stages aussi, ça c'est du présentiel. Ça vous permet de repartir avec une empreinte forte de ce que vous pouvez accomplir. C'est là on pourrait vous mettre, il y a plein de témoignages, allez sur les pages de stage, le balai c'est pareil, au lieu d'aller sur l'onglet cours, vous allez sur l'onglet stage, et là c'est pareil, vous allez voir, les gens témoignent, c'est une expérience assez extraordinaire, parce que les gens repartent parce que je mets beaucoup l'accent justement sur l'importance de s'aimer entre nous, mais de s'aimer soi-même. Et les gens repartent après en se disant mais on ne peut plus vivre comme on vivait avant, parce que on se rend compte à côté de quoi on passe. Parce que vous allez voir que l'amour c'est quand même un propulseur extraordinaire. Quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui va de l'avant, qui entreprend, qui se laisse plus impressionner par justement l'attitude ou le comportement des autres. Donc quand vous voyez, je crois à cette notion je parle souvent de la notion de résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement, le résultat. Et le résultat, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et avec la démarche, vous allez apprendre à réunir toutes ces causes et ces conditions qui vont participer à votre bonheur. Donc voilà. Et nous, on est là pour vous aider. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont laissé un super témoignage sur le chat. Ah bah oui, alors regardez. Qui ont très bien vécu effectivement les cours et les stages. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, je crois que vous avez tout. J'espère avoir satisfait vos attentes, répondu à vos questions. Mais après, sachez que les choses ne peuvent pas changer si vous ne faites rien. Si vous ne prenez pas votre vie en main, votre vie, elle vous appartient. Et il n'y a que vous qui puissiez créer ce bonheur. Arrêtez de faire dépendre votre bonheur, justement, des circonstances extérieures, des autres, du bon vouloir des autres. La réponse, elle est en vous. Oui. Et vous allez voir que plus, vous allez commencer à avoir un peu plus de considération pour vous. Et d'ailleurs, la pratique, c'est ça, comme je dis souvent, le fait que vous soyez capable de vous accorder un quart d'heure, 20 minutes par jour, ça veut dire que vous prenez enfin en considération, que vous commencez à vous occuper de vous occuper sainement de vous. Et ça n'a rien d'égoïste. Parce que tout le bien que vous allez vous faire, c'est du bien que vous allez faire aux autres. Régulièrement, on a des témoignages même de parents qui nous disent, mais je donne souvent cet exemple parce qu'il est tellement extraordinaire, moi il m'a touché quand je l'ai entendu. C'était une personne qui venait à mon cabinet et qui suivait les cours, elle avait fait les 3 cycles, et puis à la fin des 3 cycles, elle m'a dit, écoutez, il faut que je vous voie, il faudrait que je parle avec vous. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Et puis elle me dit, vous savez, elle a des petits-enfants, elle me dit, il y a ma petite fille qui est venue un jour sur mes genoux, et puis elle me dit, tu sais maman,
tu as beaucoup changé. Parce que même quand tu te fâches, eh ben, c'est plus pareil. Vous voyez, c'est fantastique. Voilà, le rapport, c'est surtout, moi je pense, à tout le bien que vous allez faire à votre entourage en vous faisant du bien. Ça va bien au-delà de vous. Vous allez faire du bien. Comme je dis souvent, quand les parents venaient me voir en cabinet, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mes enfants? Je disais, mais moi je peux rien faire. Faites-vous du bien et vous allez faire du bien à vos enfants. Je dirais que c'est ça pour moi la plus grande preuve d'amour que vous puissiez offrir à vos enfants, parce que vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Voilà. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir été là. Et puis j'espère que vous allez faire quelque chose pour vous maintenant et que vous n'allez plus laisser le destin décider pour vous. Voilà. Merci. Merci. Passez une très très bonne soirée et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.